Si à un moment donné, il a été mieux parce qu'il a été avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence, qu'il a fait quelque chose avec quelqu'un, donc en l'occurrence Un soignant. avec un soignant, bah, je me dis si à un moment donné, je l'ai aidé à être mieux ponctuellement quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, alors je fais mon métier, je fais mon taf, l'objectif. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Infirmière No Crash Test. Aujourd'hui, je reçois un infirmier, mais également acteur, réalisateur et metteur en scène. Je l'ai connu sur YouTube, sur la chaîne World of Clarence, où il vulgarise des pathologies, des comportements et des personnalités. Mais c'est encore lui qui t'en parle le mieux. Salut Clarence. Salut. Écoute, je suis super content de te recevoir, donc qu'on puisse avoir cette petite discussion un petit peu tous les deux. Est-ce que déjà, rapidement, tu pourrais te présenter qui tu es et ton parcours rapide dans les grandes lignes, quoi? Donc ouais, moi je m'appelle Clarence, je suis infirmier en psychiatrie et je tiens également une chaîne YouTube qui allie à la fois les questionnements de la psychiatrie et l'art du théâtre, et du jeu et de la mise en scène. C'est notamment par ta chaîne vraiment que je t'ai connu, moi. Yes. Du coup, on peut dire que je suis infirmier, youtubeur, comédien et accessoirement metteur en scène. Donc mon parcours, j'ai commencé avec une licence de psycho que j'ai obtenue donc dans la région toulousaine. Après coup, je me suis réorienté, où j'ai préparé donc les concours infirmiers. Pendant cette année où j'avais relativement du temps, j'en ai profité pour faire un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, à savoir donc monter une pièce de théâtre qui a fait une petite tournée toujours dans la région du Sud-Ouest. Ceci terminé, je suis parti j'ai eu mon concours infirmier, donc j'ai fait mes 3 ans d'études et une fois que j'ai été diplômé, j'ai commencé à travailler et j'ai choisi la psy. D'accord. Et effectivement, donc là, ce qui est vachement intéressant, c'est que ta chaîne YouTube, ok, on va dire une chaîne en plus parmi tant d'autres. Non, parce que là, toi, tu as mis en place quelque chose, et notamment la partie en fait où tu présentes des pathologies via des témoignages. En fait, ce sont des personnes qui te contactent et avec qui tu mets en place, tu fais une mise en scène représentant leur vécu en fait. Oui, c'est ça. Et ma question, c'est comment tu arrives à trouver le juste milieu entre effectivement le vécu de la personne, parce que c'est mis en scène, mais c'est quelque chose que les personnes vivent au quotidien. C'est quelque chose. Ce n'est pas se moquer, ce n'est pas parodier, c'est vraiment rendre public, rendre accessible ce qu'est la maladie psychiatrique aux personnes qui ne peuvent savoir que des a priori, quoi. Comment en gros tu fais pour trouver la limite entre la mise en scène et le vécu de la personne, quoi? Alors, c'est tout simplement, il y a une co-construction en fait. Chaque vidéo, c'est un objet artistique qui est co-construit. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est pas juste une vidéo où on parle, où on fait état d'un témoignage. Là, il y en a qui le font très bien. Il y a des gens qui témoignent à visage découvert sur Combini ou des choses comme ça. Là, je propose autre chose. Moi, je propose la mise en scène d'une individualité. Alors oui, c'est vrai que j'ai beaucoup traité le cas des maladies psychiatriques ou mentales. Après, moi, je commence un peu à m'éloigner de ça et je suis plus dans le parti pris et l'idée d'être sur plutôt la mise en scène d'une individualité, quelle qu'elle soit et quelle que soit la thématique qui est en lien. Alors c'est sûr, moi j'aime bien les parcours un petit peu atypiques. Au début, effectivement, je parlais pas mal de maladies mentales. Là, je suis tout à fait ouvert à l'idée de mettre en scène des témoignages qui parlent de sujets, j'en sais rien, moi, un peu plus positifs, un peu plus gai. Je dis toujours que, je sais pas, j'aimerais bien mettre en scène le témoignage de quelqu'un qui a une certaine sagesse d'esprit, une religion bouddhiste ou quelque chose comme ça qui lui aurait permis à travers la méditation de trouver. Voilà, donc c'est vraiment des parcours de vie de personnes qui me font confiance. C'est pas nécessairement des gens qui sont diagnostiqués. D'ailleurs, il n'y a pas que des diagnostics, il y a aussi des parcours des traumatismes, ce genre de choses. C'est vrai. Donc là, j'en avais fait une fois qui était sur la bisexualité, qui n'est pas du tout et puis c'était plutôt un format sketch en plus. Et c'était le but, c'est d'essayer vraiment. Moi, j'essaie de le voir. C'est pour ça que je me détache un peu de ma position, même totalement de ma position soignante quand je fais ça. Je suis pas infirmier avec ces gens-là. Je suis plutôt artiste à chercher avec eux ce qui fait leur individualité et comment par l'art on peut essayer de toucher à ce qui les fait humains et qui donc nous fait humains
Et le but, c'est d'essayer de trouver quelque chose d'universel là-dedans, et enfin, quelque chose qui est de propre à l'art. Et comment je fais pour essayer de trouver le juste milieu? C'est en collaboration avec eux. C'est-à-dire que généralement, les gens qui viennent me contacter, c'est des gens qui sont sensibles au travail que je fais et à l'esthétique qui est proposée, ce qui est pas, tout le monde n'est pas sensible à une esthétique, c'est le principe d'un objet d'art, et donc il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à ce que je fais, et d'autres au contraire chez qui ça remue beaucoup de choses. Donc si déjà des gens viennent me voir, c'est qu'ils ils sont happés, ou en tout cas ils sont accrochés, ils se retrouvent dans la sensibilité que je propose. Tu dis que tu essaies de te détacher complètement de ton côté. T'es pas infirmier quand tu fais ça. N'empêche que là, alors c'est une question, hein, est-ce que ton côté infirmier, initialement étudiant infirmier, aujourd'hui infirmier, ça a été une porte d'entrée, ou est-ce que non, c'était déjà une idée, c'était déjà un thème? Non. La vie des personnes, c'était déjà un thème qui t'a... Je pense que ça a été une porte d'entrée. Ça a été un accélérateur, je dirais, les études d'infirmier, parce que j'ai toujours été intéressé de façon générale toujours, depuis longtemps, je suis intéressé par le théâtre et par ce qu'il procure et par ce qu'il nous fait. Et le fait de changer de peau, changer de corps, puis j'ai toujours aussi bien aimé toutes ces questions des rencontres entre les personnes. Et avant de découvrir la psychiatrie, pour lequel j'avais déjà une appétence et une curiosité, mais avant de l'expérimenter réellement en stage, donc j'avais fait des études de psycho, etc., j'ai toujours eu un questionnement autour des relations humaines, du psychisme, de l'inconscient, et tout ça, etc. Et je trouvais que il y avait quelque chose à faire avec le théâtre là-dedans. Et finalement, cette histoire de témoignage, ça s'est pas imposé, mais en tout cas, ça a été dirigé un petit peu comme ça, suite à effectivement des études plus approfondies en psy que j'ai fait par l'intermédiaire de mes études. Ouais. Et du coup, j'étais assez branché psy à ce moment-là. Une opportunité est venue de faire un témoignage d'un autre youtubeur qui s'appelle Epileptic Man, qui lui est épileptique et fait des vidéos sur l'épilepsie. Et on a tous les deux été pubés par le même gros youtubeur qui est Poisson Fécond. Du coup, on est rentrés en contact et on a réfléchi à quelle collaboration on pouvait faire. Alors lui, il a voulu qu'on fasse un top 5 des pathologies psychiatriques, vu qu'à ce moment-là, j'étais dedans dans mes études et tout, et que ça m'intéressait beaucoup, j'étais branché là-dedans. Un top 5, en gros, des pathologies psy les plus spectaculaires, guillemets. Et puis moi, je savais pas trop, et je lui ai dit, en fait, voilà, ce qui m'intéresse, ça serait que tu m'écrives un vécu autour de ta maladie, que tu écrives un texte des mots que tu aimerais dire au monde entier, et que moi j'interpréterais après, pour me mettre dans ta peau, faire un truc. C'est une idée qui m'est venue comme ça, et du coup le format, tu vois, à la base c'était pas une maladie psy, c'était une maladie neuro. Et ça a plu, et je me suis dit, vas-y, le problème, c'était le problème et un avantage aussi. Après, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens, parce qu'en plus, je parlais déjà de psy sur ma chaîne, donc j'avais beaucoup de témoignages de gens qui venaient me solliciter en tant que soignant ou en tant qu'expert que je n'étais pas du tout. Donc du coup, à chaque fois, j'étais toujours en train de les renvoyer vers des professionnels de leur secteur, etc. Et je me suis dit, je fais rien de ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce magma de souffrance là qui arrive et essayer d'en faire quelque chose. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que le format est né. Et je me suis petit à petit détaché de ce que je faisais sur YouTube, puisque moi j'ai pas commencé du tout par ça, hein. J'ai commencé par des podcasts nerveux, beaucoup plus excentriques et qui me mettaient en scène moi dans des histoires que je racontais, des story time, ou des formats un peu podcast. Et puis je me suis un peu détaché de ça pour partir sur les témoignages. C'est clair que c'est étonnant que tu aies commencé avec Epileptic Man, parce que quand on voit tes premières vidéos, enfin même toutes tes vidéos, des fois ça envoie, ça flash, ça cut, faut être bien assis quoi, pour réussir à tenir le truc quoi. Mais c'est ça qui rend le truc justement intéressant, c'est ça qui rend ton travail vraiment, voilà, on n'est pas là à suivre un reportage quoi, on n'est pas en train de vivre quelque chose, et une expérience qui est vraiment des fois dérangeante, et puis c'est bien quoi, ça pose des questions, ça te remet en place, t'en sors pas indemne, et t'en sors justement en te posant des questions, et je pense que ça te déconstruit tes a priori, et en même temps, du coup, t'arrives à te dire, peut-être que j'avais des idées complètement fausses, et finalement, la maladie, ou pas la maladie finalement, parce que je vais arrêter de réduire ton travail à ça, effectivement, ce qui peut se passer dans la tête des gens, en fait, c'est comme chez moi, quoi, c'est des gens, et
faut que j'arrête de rendre l'autre dangereux dans ma tête, alors qu'au final, c'est qu'une personne comme toi et moi, quoi. Il est comme moi, bah c'est le but de la démarche, et à travers le théâtre, à travers de l'incarnation de l'autre, hein, que moi je propose en tout cas, de devenir sa voix, d'essayer d'en faire un objet qui soit prenant sensoriellement, donc qui flatte à la fois l'ouïe, la vue, enfin en tout cas qui soit envahissant à un moment donné, et ça se rapproche un peu de l'expérience sensorielle. C'est de plonger vraiment le spectateur. Moi, je conseille toujours de regarder avec des écouteurs ou dans le noir, de plonger le spectateur à un moment donné dans l'histoire et dans l'individualité, dans la substance d'un individu, de façon à ce que, une fois qu'il termine, effectivement, il y a une fois qu'il termine le visionnage, il y ait un retour, une remise en question de soi, et puis de l'autre, et puis de façon générale de nous tous. Voilà, le but, c'est d'essayer de créer. Moi, je travaille beaucoup avec les émotions, c'est-à-dire que je suis pas. Une fois, c'est un abonné qui m'a dit ça, je trouvais qu'il résumait très bien. Il me dit, tu n'expliques pas les maladies. Bon, à l'époque, c'était où j'étais particulièrement axé sur les maladies. Tu les fais ressentir, et c'est ça en fait. C'est que moi, j'ai pas le niveau pour faire je suis pas conférencier, j'ai pas assez de connaissances pour faire des cours, tu vois, universitaires ou alors je peux en parler un petit peu, mais je peux pas te faire de cours sur la schizophrénie, sur le trouble bipolaire, etc. Mais en tout cas, j'essaie d'utiliser le travail d'acteur pour les faire émotionner, quoi, montrer ce que il y a la théorie, et dans la pratique, voilà ce que ça donne. Mais de toute façon, c'est ce que tu précises. T'as fait une vidéo où c'est ce que t'expliques. En plus, à l'époque, t'étais étudiant, mais t'es pas leur soignant, tu connais pas les gens, t'as pas le recul nécessaire, t'as pas créé de relation de soins, tu peux pas te permettre de poser des diagnostics. Quand on t'amène un diagnostic, tu peux pas savoir si c'est bon, si c'est pas bon, tu peux pas te permettre. T'es pas leur soignant. Ces personnes, c'est ce que tu disais, c'est que généralement tu réorientes, c'est effectivement ce qui me paraît être le plus cohérent, et de toute façon, c'est pas la démarche de ton travail, en fait. Ça, t'es pas là pour faire des diagnostics, t'es pas là pour expliquer des maladies. Non. Et quand tu dis que t'es là pour filer des émotions, clairement, un des meilleurs moments de tes vidéos, c'est la minute de silence après. C'est juste, attends 2 secondes là. Qu'est-ce que je viens de regarder là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, alors je dis pas, hein, je m'éclate quand je regarde, mais tu vois, c'est après, vas-y, je refais ma descente, et est-ce que j'ai bien tout assimilé, quoi? Ouais, c'est des retours que j'ai, ouais, de gens qui me disent il y a un temps après les vidéos qui peut être parfois effectivement, ouais, qui est perturbant, quoi. Ouais. Et t'es quand même plein d'énergie. Comment tu fais pour te mettre en condition un petit peu, quand tu te chauffes avant une vidéo, Non, au début, ouais, au début, je faisais beaucoup de face caméra, ce que je fais de moins en moins maintenant, parce que je trouve que juste l'entendre le son de la voix et jouer avec les images, c'est plus pertinent pour s'imaginer soi-même la mise en scène, en fait. Moi, je propose juste maintenant de plus en plus des effets ou des animations ou des choses qui sont plus propices à l'imaginaire. Alors que quand on voit mon visage, alors c'est bien parce qu'on voit mes émotions et tout, mais c'est peut-être qu'on se plonge moins dedans. Voilà. Bon. Du coup, je suis moins maintenant dans le face cam et plus dans le jeu vraiment par rapport à la voix, au micro. Et non, je me laisse porter. Je lis les témoignages déjà avant, j'essaie de m'en imprégner, j'essaie de marquer. Après, c'est un exercice de théâtre, hein, enfin, comme de répétition. C'est essayer de voir où est-ce que je peux marquer les respirations, les tons, les silences, les mots importants. Je les mets en gras ou pas. Je surligne ce qui, des fois, c'est très rare, mais des fois, je reformule quand je vois qu'il y a des fautes de formulation. D'habitude, moi, je touche pas au texte, mais quand vraiment je vois que c'est des gens qui ont écrit ça un peu rapidement et que ça a été, je refais des formulations un peu pour enjoliver un peu le truc, mais ça reste quand même rare. Le mot près, ça reste respecté. Et non, ça change pas le fond, quoi. Non, plus même la forme, je la change très peu. Et après, je me mets en condition. Souvent, je travaille beaucoup avec la musique. La musique m'inspire beaucoup. Ça se voit d'ailleurs dans les reportages, les témoignages. Et donc, quand j'ai déjà en tête la musique que je veux utiliser, je l'écoute avant pour me mettre dedans. J'essaie de trouver des tons, etc. Et après, non, j'y vais. Et puis quand je sens que... Attends, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Quand je sens que c'est pas bon, je vais le refaire, etc. Et voilà. Non, après, non, je m'échauffe plus trop. Quand il y avait des témoignages où je poussais un peu la voix, c'était les premières, je m'échauffais un peu, mais là, non.
je me laisse porter par le texte, en fait. Au bout d'un moment, on prend une habitude et ça Et tu ça vois, devient plus facile. l'effet inverse, est-ce que justement, le fait d'avoir bossé sur ces témoignages, sur ta chaîne, donc j'imagine qu'il y a quand même, au-delà du travail artistique, il y a quand même aussi un travail un petit peu de recherche pour savoir de quoi tu vas parler. Est-ce que ça permet, tu vois, de revenir dans ton job d'infirmier? Ça Ouais. t'a filé des clés ou... Ouais, les deux s'interconnectent. De toute façon, ça fait partie de moi. Je clive mes deux activités, mais en tous les cas, je peux pas non plus totalement nier le fait qu'elles sont là toutes les deux. Et donc, dans tous les cas, l'un influence l'autre. C'est-à-dire que moi, à travers les idées et les témoignages que je reçois des gens, je peux disons que je ressens, je comprends peut-être un peu mieux certains troubles ou certaines individualités, ça fait travailler mon empathie, etc. Même si je travaille aussi beaucoup la distance, et d'ailleurs l'écran et le texte aident à ça, c'est-à-dire que je rencontre rarement les gens en face à face. Des fois, il y a des Skype pour quand j'ai des questions particulières, mais sinon, moi, voilà, donc ça fait quand même une barrière. Donc c'est pour ça que souvent les gens me disent mais comment tu fais, ça doit être prenant émotionnellement. Bah, non, pas vrai. Enfin, j'arrive à... C'est une interprétation, en fait. C'est pas Oui, toi qui le vis, finalement. c'est ça, et justement, parler de la souffrance des autres, c'est aussi, entre guillemets, parler de ma propre souffrance, et c'est une libération. Alors, je dis pas que j'ai vécu tout ce que ces gens ont vécu, pas du tout, mais quand un comédien incarne, enfin, moi, je trouve que c'est libérateur quand on incarne une tristesse ou une colère. C'est une tristesse qu'on dit à travers l'art, qu'on va pas dire dans la réalité, qu'on ne peut pas dire dans la réalité, et qu'il est légitime de poser à travers un personnage, ou là, en l'occurrence une personne, et du coup, pour moi, je trouve ça d'autant plus sain pour moi-même. Donc c'est sain pour... Ça les aide eux, ça m'aide moi, donc au final, tout le monde est gagnant. Mais là où ça s'interconnecte, les deux, c'est voilà, c'est moi, ça va nourrir un petit peu mon empathie, comment dire ça, ma nourriture Spirituel, en fait, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, de rencontres, etc. Ça va me donner plus de... Parce que ce qui est très différent, c'est que les gens, quand ils me contactent, vont me dire des choses qu'ils ne vont pas dire à leurs soignants, et inversement, on dit pas, on n'écrit pas, enfin déjà on dit pas de la façon dont on écrit, on n'écrit pas de la façon dont on dit, et en plus, ce qui se passe avec un soignant entre quatre murs, entre quatre yeux, dans un contexte de soins, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui va se passer dans un contexte de catharsis et d'écriture et de libération. Les gens qui me contactent, les personnes qui me contactent, elles m'écrivent elles écrivent un texte dans l'optique que ce texte soit vu par potentiellement des milliers de personnes. Et forcément, elles vont pas dire les mêmes choses qu'en face à face, etc. Ouais. Donc il n'y a pas les mêmes enjeux déjà qui se passent. C'est-à-dire que voilà, moi, je me substitue certainement pas à un psychologue, certainement pas à un psychiatre. C'est vraiment un autre, je vais pas dire service parce que je ne fais pas payer, mais c'est autre chose qui est proposé là. C'est-à-dire, moi, je propose la mise en scène d'une individualité. Je propose aucunement un travail thérapeutique de fond. Si les gens ils pensent que ça peut les aider, tant mieux. Mais moi, c'est pas ce que je propose. Moi, je me pose avant tout en tant qu'artiste. Et si les gens ils ont envie de développer un travail artistique avec moi, on y va. Mais d'ailleurs, je leur fais signer après des trucs qui leur expliquent qu'ils doivent pas m'envisager comme comme un soignant, voilà. Il y a tous ces cadres. C'est carré, c'est réglo, il n'y a pas d'ambiguïté possible en fait. Non, il y a aussi des contrats de cession de droits d'auteur par rapport à leur texte, etc. Enfin voilà, c'est pour éviter qu'à un moment donné, il y ait des abus ou quoi. Parce qu'il il peut y avoir des. Ouais, on sait jamais. Il peut y avoir des abus. Même si ça se passe bien, on ne sait jamais pour après. Effectivement, il faut que ça reste cordial, il faut que ça reste presque un service rendu. Ouais. Tu vois, tu avais fait des études, donc toi, tu as fait une licence de psycho. Ouais. Évidemment que ça influence plus ou moins, et justement, à quel point ça influence aujourd'hui ce que tu fais, et en tant que soignant infirmier, et en tant que vidéaste, à quel moment ça prend le pas, ça ne prend pas le pas du tout? Est-ce que c'est juste, finalement, de la culture que tu as pu avoir, ou est-ce que ça rajoute vraiment une plus-value, et dans ton métier de soignant, et dans ton métier vidéaste? Bon, alors moi, je pense que dans le métier de vidéaste, même dans les études que j'ai faites après en tant qu'infirmier, parce que j'ai aussi beaucoup appris dans mes études d'infirmier sur la psy, ça influence clairement. Bon, ça apporte une culture G, ça apporte une ouverture. Je pense que la psy m'a aussi apporté beaucoup ça, c'est-à-dire que les paroles, je les reçois moi d'une façon c'est aussi notre métier de soignant, mais je ne juge pas. C'est-à-dire que j'ai déjà reçu des témoignages de gens qui me parlaient de tendances pédophiles, de tendances même criminelles, mais avec alors évidemment, il n'y avait pas de passage à l'acte de prévu initialement. Je me suis jamais retrouvé dans une situation où je me dis merde, qu'est-ce que je fais là, est-ce que je signale ou pas? C'est jamais été à ce point-là. Mais voilà, mieux, à la limite, c'est pas grave. Ouais, c'est clair.
mais de gens qui me font part voilà, d'un dégoût de l'humanité. Bah, du coup, je le reçois. Et ça, du coup, ça m'a. Je pense que la psycho m'a aidé à ouvrir un petit peu ça. Et après, c'est sûr, ça m'a apporté des connaissances en psychopathologie, etc. Ce que sont venus consolider mes études d'infirmier, ce qui fait que maintenant, quand je reçois des témoignages aussi, bah, je suis un peu plus à même d'estimer, entre guillemets, la véracité de ce que je reçois et de quoi on parle. Si quelqu'un me dit qu'il est schizophrène et qu'il a 2 personnalités, bah, non. Un Joker, c'est pas ça la schizophrénie. Ou voilà, et voilà, le fait d'avoir creusé un peu ces questions-là, ou sur la surdouance, t'as beaucoup de gens qui se pensent surdoués, donc quand je reçois des témoignages sur ça, je réfléchis à 2 fois aussi. Mais et après, dans mon activité de soignant, la licence de psycho, alors moi j'étais dans une fac qui était très orientée psychanalyse, et je me rends compte qu'aujourd'hui la psychanalyse n'est qu'un vestige des soins. Elle n'est plus là, en tout cas pas dans la psychiatrie adulte. Ah ouais. Enfin, moi je trouve il y a pas. Enfin, effectivement, la psychanalyse, elle est venue poser le fou en tant que sujet. Donc, on s'intéresse aux gens, c'est-à-dire qu'on ne les enchaîne plus et on ne les maltraite plus, entre guillemets. Un premier pas quand même. Voilà. Non, mais donc c'est en ça que je pense que aujourd'hui, la psychiatrie d'aujourd'hui est une héritière de la psychanalyse. Mais malgré tout ce qui est complexe d'Oedipe, inconscient, etc., ça, moi, je trouve qu'on ne travaille pas du tout dans les services de psych. C'est pas notre rôle, ça va être le boulot du psychologue. Et que nous, on va être plus là pour rapporter une symptomatologie, pour créer du lien, faire ce qu'on appelle Enfin, c'est très abstrait. Moi, j'ai fait mon mémoire sur ce que c'était que soigner en psychiatrie. Ouais. Mais je trouve qu'on ne va pas chercher à faire des analyses des patients. On ne va pas faire leur thérapie. On ne fait pas ça. Moi, après, je suis dans un service d'un hôpital, donc pour des gens qui sont hospitalisés sous contrainte, donc souvent des maladies assez aiguës et bruyantes, en tout cas dans les premiers temps. Ce qui fait que, oui, forcément, quelqu'un qui est en crise, tu vas pas réfléchir à est-ce qu'il a envie de coucher avec sa mère et tuer son père, tu vois. Enfin, il y a des. La priorité, c'est déjà de calmer les canaliser symptômes, un petit peu. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça que souvent. Je me dis que moi, dans mon métier, là, actuellement, dans mon service, je suis plus là pour... ça, je vais le dire avec des pincettes, mais je suis plus là pour faire taire quelqu'un, faire taire sa symptomatologie qui, à un moment donné, est devenue trop envahissante pour lui comme pour les autres, plutôt que pour les faire parler. La parole, c'est plus tard. La parole, c'est quand ils sont accessibles, quand ils sont nouveaux. Et c'est pas nous qui faisons ça. Tu priorises, tu gères l'urgence, Ouais. Ça va être des services plus des suivis à domicile ou des CMP ou des travails, s'ils le veulent, avec des psychologues. Mais donc, tout ça pour dire que je trouve que moi, la formation en psychanalyse que j'ai reçue, mis à part apporter une ouverture et une curiosité intellectuelle et un questionnement, la psychanalyse, c'est ça, ça m'a. C'est difficile à voir concrètement quelles influences ça a sur ma pratique. Parce qu'après, même tout ce qui est, on apprend ça aussi, tout ce qui est catégorie nosographique, donc tout ce qui est DSM, symptomatologie, etc. Donc on apprend un peu aussi à l'IFSI. Donc c'est-à-dire en fait, identifier les pathologies, pour que ce soit un peu plus clair. Oui, c'est-à-dire le DSM, c'est le grand manuel qui répertorie toutes les pathologies psychiatriques qui existent en fonction des symptômes. Donc, genre, vous êtes dépressif si vous avez des problèmes, si vous avez des troubles du sommeil depuis un certain temps, si vous avez des idées noires, si vous avez des angoisses à répétition, des sentiments de culpabilité, etc., depuis tel ou tel temps, ça ne doit pas être corrélé à une consommation de toxiques, etc. Voilà, c'est un outil pour les psychiatres qui leur permet de poser un diagnostic. Et donc, c'est très, ça classe les symptômes dans des cases pour en faire des maladies. Et même là-dedans, finalement, nous, on connaît j'ai étudié avec grand intérêt, d'ailleurs, toute cette classification-là. Après, c'est vrai que quand on est en service, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc, finalement, on perd un petit peu aussi les connaissances plus générales et on se focalise sur les symptomatologies qu'on a l'habitude de voir. Et qui finalement se forment, viennent s'éclaircir avec la pratique, quoi. Là, je vais revenir un petit peu plus, on va plus centrer vraiment sur ton côté infirmier, ton côté soignant en général. Est-ce que toi, il y a un souvenir qui t'a marqué, en bien ou en moins bien, que ce soit pendant ton cursus IFSI ou que ce soit pendant ton métier en tant que diplômé? Un souvenir avec des patients? Pas nécessairement. Vraiment quelque chose où tu sais
que voilà, quand tu auras tout oublié, bah celui-là, il restera malgré tout. Tu vois, le truc qui fait vraiment, qui t'a marqué, quoi, qui t'a imprimé. Elle est dure cette question. Ah, je sais qu'elle est dure. Faut prendre du temps. Donc, dans mes études d'infirmier ou même après dans ma pratique, tu veux dire, dans mon parcours de soignant. Oui, il y a des. Alors, c'est un peu. Là, de façon un petit peu fraîche comme ça, en y réfléchissant rapidement, les premières choses qui me viennent, ce sont des souvenirs plutôt récents, plutôt négatifs, mais parce que le cerveau retient plus facilement ce qui est négatif et ce qui est empreint d'une émotion un petit peu violente. Voilà. Et oui, j'ai vu Là, la première chose qui me vient, c'est des situations que j'ai vues assez spectaculaires de symptomatologie justement très bruyante. Alors, je sais pas si je vais non, je vais pas en parler parce que. Non, c'est pas forcément. Effectivement, ça peut être un cas général. Voilà, ça peut être le cas général si c'est effectivement recevoir des patients qui sont dans les phases aiguës et qui sont dans les phases vraiment. C'est ça. Alors, j'en parlerai pas pour deux raisons. D'abord, le secret professionnel, même si je pourrais en parler dans l'absolu parce qu'on peut pas identifier les personnes, voilà. Et parce que je veux pas alimenter les fantasmes qu'il y a autour de la psychiatrie, c'est des fous dangereux, parce que ces situations qui m'ont marqué finalement, c'est des trucs que j'ai vus une fois en un an, quoi, pour une patientèle qui la plupart du temps est très calme. Et là, on est. Il n'y a pas besoin d'avoir le côté voyeur, effectivement. Ouais, après, je peux comprendre que ça intéresse les gens, et je trouve que c'est important aussi d'en parler, mais je préfère en parler en privé, en tête-à-tête avec les gens, plutôt que sur une plateforme publique. Mais t'as déjà fait des stages en psy, toi? Oui, et j'en ai un souvenir vraiment. Voilà, comme tu dis, c'est principalement le négatif qui en ressort, mais c'est en relief Moi, j'y suis allé très honnêtement, tu vois, j'ai vraiment des difficultés avec le côté les maladies psychiatriques. J'y suis allé vraiment avec, alors, à la fois des a priori en me disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans ce stage, et à la fois en me disant, bon bah, quitte à être en psychiatrie, voilà, autant y aller à fond. T'as un stage en psy à faire en XI, vas-y à fond. Faut que tu te gaves d'infos, faut que tu te gaves de tout ce que tu peux pour ressortir de là et si possible ne pas avoir la même, pas rester sur des a priori, quoi. Et ce qui me marque le plus, voilà, c'est exactement ce que tu disais, c'est le côté spectaculaire que peuvent avoir les maladies parfois, et le côté social qui est directement impacté par les maladies. Parce que la pathologie, c'est une chose. Elle peut être traitée, elle peut être, en tout cas, la personne peut être accompagnée, tout ça, mais il y a tout ce qui est déconstruit, tout ce qui peut voler en éclats à côté, en fait. Et en fait, quand on parle d'un patient qui a une pathologie somatique, on dit il va guérir, il va mieux, c'est fini. Voilà, il est malade, il a telle maladie, on le guérit, machin. Et globalement à côté, sauf pour les pathologies chroniques, globalement à côté, ça va. Quand on parle d'une maladie psychiatrique, on oublie complètement, je trouve qu'on occulte complètement le côté isolement de la personne. Qui soit pas. Alors après, je peux me tromper, mais c'est vraiment avec le recul. Et puis voilà, il y a eu ce stage-là et il y a eu ce que j'ai pu voir après chez certaines personnes de par mon vécu personnel et professionnel. Mais on occulte complètement le côté isolement, mais même par ta propre famille en fait, parfois qui ne veut pas de toi parce que t'es la personne qui fait honte, qui fait peur, qui fait machin, alors que du coup, t'es pas du tout accompagné dans tes soins, t'es catalogué. Même si c'était un épisode aigu, même si ça a duré quelques jours, et ben t'es catalogué et socialement derrière, c'est très très dur de te reconstruire. Et c'est ça en fait, tu vois, finalement le plus dur pour moi, ce que j'ai retenu en tout cas, ce qui m'a le plus marqué dans la pathologie mentale, c'est ça, c'est que t'es beaucoup plus mis à l'écart que dans une pathologie somatique. C'est le problème de la stigmatisation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui luttent là-dessus, parce que la psychiatrie souffre d'une image négative. Il suffit de voir les fantasmes qui sont alimentés par les médias, par le cinéma, etc. Enfin, tu vois, dès que tu entends parler de maladies psychiatriques dans les médias, c'est quand il y a eu un attentat, quand il y a eu quelqu'un qui a brûlé un immeuble, ce genre de choses.
Et donc forcément, on voit ça, on voit pas les gens qui sont au quotidien dans la vie, on connaît pas les statistiques qui disent que 1% des gens sont schizophrènes et que la grande majorité sont vivent hors les murs, qu'il n'y a pas plus de criminalité chez les schizophrènes, par exemple, que chez la population lambda. Et oui, je vois, ouais, c'est ça, de toute façon, la maladie psychiatrique, une fois que tu es catalogué psy, oui, effectivement, tu perds beaucoup de choses. Et ça fait peur parce que les gens connaissent pas. Et c'est aussi, moi, là-dedans que je m'inscris aussi, c'est essayer de créer une rencontre entre deux individualités, donc le spectateur et le témoignant, pour générer une rencontre et réduire un petit peu ce sentiment de peur et se rendre compte qu'en fait, c'est des gens qui peuvent être comme nous. Alors, je parle pas forcément des gens qui sont dans des états de crise aiguë, qui seront, la plupart d'entre nous ne vivront jamais ça. Mais en tout cas, que la santé mentale est une affaire générale et qu'on peut tous, à un moment donné, tous et toutes, tomber dans une souffrance, alors qu'elle soit en lien avec la réalité ou non, qu'elle soit avec un versant psychotique ou pas. Mais voilà, le but, c'est d'essayer de créer une proximité, qui est illusoire, parce que je sais bien que beaucoup de gens on ne peut pas tous se retrouver dans l'histoire de quelqu'un, etc. Mais le but, c'est d'essayer, voilà, moi j'essaie à ma petite échelle de lutter un peu contre ça. Mais effectivement, oui, la psy, à l'heure actuelle, ce dont souffrent beaucoup les patients, c'est la stigmatisation. Et oui, et puis il y a leur maladie qui fait que ils développent un apragmatisme, ils développent une inertie, ils développent des difficultés à mettre en place eux-mêmes des démarches pour vivre dans la société dans laquelle on est. Parce que c'est la pathologie qui fait qu'ils sont désorganisés et ils sont plus capables de s'organiser, etc. Après, voilà, on dit qu'il n'y a pas une schizophrénie, il y a des schizophrénies. Chaque schizophrénie est différente. C'est vrai, hein, chaque patient vivra sa maladie différemment. Hein. Il y en a qui le vivent très bien, qui sont très bien stabilisés par les traitements et où tu le vois pas du tout, quoi. Et puis il y en a qui sont un peu résistants au traitement, mais oui, c'est cette grande question là. Enfin, pour moi, c'est une grande question. Tu disais en somatique, on guérit. Quelqu'un, il vient pour une jambe pétée, il sort, sa jambe, elle est guérie, il sort. Voilà, c'est terminé. Ouais. Donc il y a vraiment une notion de guérison au sens de annihilation, de suppression de la maladie. En psychiatrie, il n'y a pas ça. En psychiatrie, on guérit pas, on soigne. Alors ça veut dire quoi soigner si ça veut pas dire guérir? Si c'est pas pour guérir, ouais. Et moi je le vois comme j'ai réfléchi sur ces questions-là avant de rentrer dans ma vie professionnelle parce que je me suis confronté pendant des stages à des situations où je me disais mais on peut facilement se sentir inutile quand on voit des allers-retours de patients qui vont, qui viennent, on se dit qu'ils sont jamais guéris, etc. Finalement, en fait, c'est parce qu'il faut se plonger différemment. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que le soin n'est plus une affaire et plus que jamais une affaire de temporalité, et justement doit être plus envisagé dans le long terme, mais dans le court terme. Donc c'est un soin de l'instant présent. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, pendant une après-midi, j'ai permis à un patient d'aller mieux, soit parce que je l'ai écouté, soit parce que j'ai fait une activité avec lui, soit parce qu'on a rigolé, ou ce que tu veux. Si à un moment donné, il a été mieux parce qu'il a été avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence, qu'il a fait quelque chose avec quelqu'un, donc en l'occurrence avec un soignant, je me dis si à un moment donné je l'ai aidé à être mieux ponctuellement quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, alors je fais mon métier, je fais mon taf, l'objectif il est... Après voilà, du coup c'est encore... si tu pars avec cet objectif qui est très humble, tu te dis, quand t'en as que tu arrives, que tu vois une fois et plus jamais, c'est encore plus gratifiant. Quand tu les vois revenir, tu dis c'est pas grave, il revient et on va repasser entre guillemets... du bon temps, du bon temps, en fait, okay. C'est ça, du bon temps ensemble, lui et moi, et puis il prendra ce qu'il a à prendre, et après il fera sa vie. Et justement, en fait, vas-y, termine, je t'en prie. Non, mais c'était la question de mon mémoire, en fait, c'est qu'est-ce que ça veune dire ça veut dire quoi soigner en psychiatrie, et moi je le vois vraiment comme ça, comme une individualité, enfin déjà la notion de soin appartient à chacun. Et moi, je le vois vraiment comme un soin de l'instant présent, groupal, qui se co-construit avec toute une équipe,
et on appelle une constellation transférentielle, donc tous les patients viennent investir les soignants de façon différente, et que le groupe en lui-même est déjà très curatif, et que simplement l'être avec et la présence est déjà un soin en soi. Un premier soin. D'accord. Et à propos de soignants, justement, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu l'as eu, tu sais, pour les infirmiers, infirmières, on parle souvent d'un déclic, un moment où on dit, tiens, ça y est, là, je me sens infirmier. Est-ce que tu l'as eu ce moment-là, justement, en tant que soignant? Il y a eu un moment où tu t'es dit, waouh, Ouais. ça y est, ça y est. J'ai dû l'avoir, là, il ne me vient pas tout de suite. Je dirais que c'est aidé petit à petit. Généralement, quand les équipes commencent à te faire confiance, tu vois, dans tes fins de stage, etc., Ouais. plus tu es dans un stage, plus les équipes te font confiance, plus tu prends en autonomie, plus tu te dis que tu es compétent et que... Alors, ça a dû arriver, ce truc-là. Ouais, ça devait être... C'est vraiment le Je me basculement. souviens d'une fois où je sais pas si je me suis dit ça y est, je suis infirmier, mais je me suis dit tiens, finalement ce métier il est pas si mal. C'est quand j'étais en stage de neurologie et j'étais en nuit, il était 1h du matin et j'avais dit à une dame d'un certain âge que je viendrais parler avec elle pour qu'elle me raconte, elle avait envie de parler. Et du coup, alors que j'avais toujours été habitué à faire beaucoup de soins physiques, somatiques, tu vois, Ouais. là vraiment il y avait le temps d'une rencontre et d'un échange. Et du coup, quand j'étais assis avec elle, je me suis dit, ah putain, il est bien mon futur métier en fait. Je suis payé à discuter avec des gens à 2h du matin, à discuter, à les écouter, tu vois, au pied de leur lit. Et c'était. Bon, après voilà, c'est pour ça que je suis parti en psy, parce que j'aime ce côté relationnel. Et puis après, ouais, Même en somatique, hein, ça fait complètement partie du. Oui. C'est complètement partie de ta présence ta prise en charge, ta prise en soin, tu appelles ça comme tu veux, mais déstresser, relâcher, permettre à la personne de vivre au mieux sa prise en charge, d'être effectivement, si ça a pu permettre d'être moins anxieuse, de mieux anticiper un petit peu de ce qui lui arrive, c'est complètement ton job en fait. Ouais, carrément. Et en plus, en somatique, tu as en plus la contrainte de la technique qui est derrière et devoir arriver à la fois faire le soin technique en soi et après arriver à gérer tout le relationnel qu'il y a autour. Donc, c'est d'autant plus. Nous, en psy, ça va, on n'a que le relationnel. Enfin, quoique, des fois, on a aussi un peu de somatique, mais beaucoup, beaucoup moins. Mais après, non, je le sens aussi en évoluant dans mon service, c'est-à-dire que je sens c'est marrant que on fasse cette interview, ça fait 1 an jour pour jour que je travaille dans mon service. Allez, bon anniversaire. Ouais, merci. Mais ouais, c'était le 3 septembre 2018 et je vois très bien les progrès que j'ai faits, tu vois, par rapport au début quand je suis arrivé et tout ce qui me reste aussi à apprendre, hein. Mais des fois, c'est des ponctuellement comme ça, des fois, quand je suis en service, je me dis, là, c'est bon, là, je me sens à l'aise, là, je sais quoi faire, comment, quand. Et puis, des fois, c'est le sentiment complètement inverse. Et putain, mais là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Tu prends peur, tu te dis, putain, j'ai jamais vécu ça, comment on va faire. Mais voilà, ça fluctue comme ça. Mais c'est peut-être bien, sinon on s'ennuierait. Ouais. Mais peut-être que ce point dont tu parles, là, ce tipping point où on se dit, ça y est, je suis infirmier, peut-être j'y réfléchirai, il me viendra plus tard, mais là, il y a d'en avoir, hein, des ouais, après c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est marrant, c'est la petite légende qui tourne autour, moi, qui me faisait... qui a piqué ma curiosité. Est-ce que, donc là, tu as vu, c'est la rentrée, en plus, pour les étudiants, et puis même pour certains nouveaux diplômés. Un petit conseil pour les étudiants et pour les nouveaux diplômés? Un petit truc, un petit coup de pouce? J'ai fait une vidéo justement à ce sujet, donc au lieu d'avoir un conseil, ils en auront 100, où j'ai interrogé toute ma promotion. C'était une vidéo pour accueillir les premières années quand on était en seconde année, nous. Et j'ai interrogé toute ma promotion pour leur demander comment ils qualifieraient la première année, comment un point positif, un point négatif et des conseils. Donc, que les gens aillent voir cette vidéo, ils auront plein de conseils. Après, moi, ce que je leur donnerais, alors déjà, c'est la première rentrée où il n'y a pas eu de concours, non? C'est à part, mais c'est celle-là ou c'est la prochaine? Je crois que c'est celle-là, hein, il me semble. Ah si, t'as raison, si, t'as raison, puisqu'il y a eu toutes les histoires avec... Oui, t'as raison.
Et bon, ça c'est petite parenthèse. Mais du coup, moi, je sais pas, il y a plein de conseils qu'on peut donner. C'est déjà aller en cours, aller aux cours magistraux, pas côté D. Essayez de glaner tout ce que vous avez à glaner. Faites vous-même votre formation, c'est-à-dire que moi, les cours dont je me souviens, c'est ceux que je suis allé moi-même chercher finalement. Enfin, les informations, Ouais, bah oui, complètement. voilà, c'est pas celles qu'on m'a forcément données en masse et les recherches que j'ai faites après. Ce qui m'a le plus intéressé, hein, je me rends compte que forcément, la psy, c'est un cercle vertueux en fait. Ça te plaît, donc tu apprends plus, donc tu retiens plus, et voilà. Alors que Et les c'est autres matières, valable dans tout, hein, même pas bah comme ouais. si. Hein, Ah oui, non, moi je parle de la psy parce que c'est ce qui était le cas pour moi, mais ceux qui adoraient la cardio, ceux qui adoraient le somatique, ils étaient beaucoup plus performants forcément. Moi j'apprenais pour le partiel, mais après j'ai un peu oublié. Hein. Alors qu'en psy c'est un peu plus resté. Et si, moi j'aimerais beaucoup parler, on peut en parler ensemble d'ailleurs, de ces stages hein, qui peuvent être vécus de façon très, très noire et très négative, à juste titre. Enfin, qu'il faut se préparer à avoir des stages qui peuvent mal se passer, et que le truc c'est qu'il faut vraiment se dire que je crois qu'on est tous à un moment donné passés par un endroit où on nous a dit qu'on ne serait pas infirmier, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas fait pour ça. Bon, si ça arrive tout le long des stages, effectivement, il faut peut-être se poser des questions, mais si c'est une fois ou deux, franchement, faut pas se relâcher. Je sais à quel point ça peut être... moi encore ça va, j'ai pas trop eu de stages merdiques, mais j'ai eu des soignants qui étaient mauvais, tu vois, enfin, où j'en ai vu Ouais. J'en ai vu autour de moi, pas directement, mais j'ai pu observer des choses très très malsaines qui étaient subies par certains de mes camarades de promo. Et je sais à quel point certaines personnes, mais ça c'est partout, hein, c'est chez les soignants, c'est chez toutes les professions, mais il existe aussi des fils de pute et des connards chez les infirmiers, les infirmières, il faut le savoir. Ouais, Il tout à fait. y a des perles rares, mais il y a vraiment des mauvaises personnes. Et faut se dire que c'est pas parce qu'on vous dit à un endroit que vous serez pas bon que vous serez pas bon. Voilà, c'est-à-dire je pense que le métier est tellement vaste que vous trouverez forcément chaussure à votre pied à un moment donné. Et si vous n'êtes pas bon quelque part, c'est pas grave, vous serez bon ailleurs. Et concentrez-vous sur les perles rares. Comme tu dis, ouais, c'est vraiment ces voilà. personnes-là. Il y en a qui sont vraiment, tu sens que les mecs, ils ont le job dans les tripes, quoi. Et ils sont intéressants, ils sont bons, c'est ces personnes-là qu'il faut retenir. Souvent, il y en a plus, ils sont d'ailleurs plus nombreux, hein, mais si tu as la malchance de tomber sur un tuteur ou une tutrice de stage qui est blasé, qui est dans l'abus de pouvoir, tu vas en chier, mais bon, faut pas relâcher. Après, voilà, je sais que les IFSI ne peuvent rien faire par rapport à ça. Ils disent qu'ils peuvent, mais c'est pas vrai. Donc mais il faut profiter. Mais après, ça c'est les stages pourris. Mais après, il y a des stages merveilleux. Fais-moi rêver, j'allais dire, donne-moi un peu du positif quand même. Mais ça vaut oui. le coup derrière. Au bout, ça vaut le coup de galérer 3 ans. Ouais, oui, ça vaut grave le coup parce que déjà le paysage, moi j'adore si j'ai choisi ce métier, c'est aussi pour le paysage professionnel qu'il offre, tu vois, et tout ce qu'il y a derrière, toutes les possibilités, c'est ce que je dis. Moi, j'aime bien schématiser en disant, il y a un métier d'infirmier pour chaque être humain sur Terre, tu vois, c'est-à-dire que travailler en psychiatrie et travailler en soins intensifs, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a, à part connaître des médicaments, quoi, il y a des trucs on se demande pourquoi c'est le même diplôme, tu vois. Et c'est tellement vaste tout ce qu'on peut faire avec le métier d'infirmier. Tu peux travailler dans les hôpitaux, dans les cliniques, tu peux être infirmier militaire, infirmier en entreprise, tu peux faire de la santé publique, tu peux évoluer pour faire de la formation, tu peux devenir cadre, tu peux devenir commercial, tu peux... voilà, les infirmiers, il y en a partout. Et ça, moi, exactement pour ça que j'ai mis en place ce podcast. C'est pour montrer un petit peu qu'il y a tellement de possibilités. S'il y a un truc qui te plaît pas, crée-le ton job. Trouve ce qui te plaît, toi, trouve ce qui te correspond, ce qui te fait vibrer, en fait. C'est pas la psy, c'est pas la somatique, il y a peut-être autre chose, effectivement, comme tu dis, au niveau commercial, au niveau du préhospitalier, il y a toujours un truc. Voilà. Là, tu me rassures, tu me vois un peu du rêve, là. Tout de suite, ça revient. C'est bon, on n'est pas parti. Mais oui, non, mais puis à côté de ça, les gens qui rentrent, oui, il faut s'attendre à avoir des hauts et des bas, mais vous allez rencontrer des perles, vous allez avoir plein d'anecdotes, vous allez des moments d'action, des moments d'inertie, mais dans tous les cas, voilà, il faudra se rappeler pourquoi vous êtes là, et j'imagine que c'est pour des valeurs humaines, aussi pour une volonté, même en termes de professionnalisation. Il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses qui pourront se développer. Vous n'aurez aucun mal à trouver du travail derrière. Après, voilà, il faut choisir Moi, je sais très bien qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours quelques liens avec certains de mes camarades de promo. Je sais qu'il y en a qui ont déjà arrêté. Je sais que... Mais parce que voilà, moi, je ne serais jamais allé dans les services dans lesquels ils sont allés dès le début. Donc, il faut bien choisir son service. Et moi, je sais très bien que si j'étais allé dans certains services, j'aurais certainement aussi arrêté mon métier, tu vois. Mais vu que je suis tombé dans un service dans lequel je suis trop bien, dans lequel j'adore mon équipe, j'adore la patientèle,
Voilà, je trouve qu'on est hyper bien respecté au niveau des horaires de travail. Ça aussi, je vais le dire, parce qu'on a toujours le cliché de l'infirmier qui fait toujours des heures sup qui sont pas payées, qui travaille tous les week-ends, tous les jours fériés. Bon, moi, ça, je le vis pas, quoi. Enfin, je travaille un week-end sur 2. Je trouve mon hôpital, en tout cas, est très, très réglo vis-à-vis des horaires, vis-à-vis des conditions de travail qu'on a. Je trouve qu'on est super bien respecté. Genre, quand on veut faire des heures, s'il y a des heures sup à faire, c'est nous qui demandons à les faire, tu vois. On fait nous-mêmes nos plannings. Enfin bon, voilà. Si mes collègues m'entendaient, je pense qu'ils me tueraient, parce que eux, forcément, ça fait plus longtemps qu'ils sont là, donc ils voient les défauts, tu vois, plus. Ouais, non, mais reste sur le positif. Ouais, c'est très très bon, effectivement, faut pas se voiler la face. Il y a un côté sombre, un côté plus lumineux. On va rester sur le côté lumineux, et on va s'arrêter là, parce que je pense que là, on a bien explosé le chrono. Ah merde, ça fait combien de temps? Oh, t'inquiète pas, c'est pour ça qu'il faut pas s'inquiéter. C'est comme quand tu vas boire un coup avec des copains, tu t'inquiètes pas sur l'après. Ouais. Merci beaucoup Clarence d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Juste avant que tu partes, je vais avoir besoin de toi, en fait, comme à chaque fois, pour 2 choses. La première, c'est si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, eh ben écoute, laisse-moi un petit peu un avis, laisse-moi un commentaire. De même, si tu as trouvé ça trop succinct ou s'il manquait des choses, pareil, tu me dis un petit peu ce qui pourrait manquer, ce qu'on pourrait rajouter pour la prochaine fois. Et puis, par curiosité, ce qui pourrait me faire rire aussi, ce serait que tu prennes une photo de toi ou de l'endroit où tu écoutes ce podcast et que tu m'envoies ça soit par mail, soit sur Insta, @unhommeNblanc. Parce que j'en reçois un petit peu de temps en temps, et c'est vrai que voilà, quand ça écoute à l'hôpital, tout ça, ça me fait toujours rire. Écoute, en attendant le prochain épisode, je te dis bonne journée, bonne soirée, et à bientôt. Ciao.